Bien, bonjour à tous. Nous sommes l'équipe Point P. On a Nicolas qui est de l'agence de Saint-Étienne, François qui est le patron des Loire-Haute-Loire et moi, Raphaël Morin, qui m'occupe de la partie aménagement intérieur où l'isolation fait partie énormément de notre activité. Je remercie aussi l'organisation de nous avoir permis d'exposer le marché et d'intervenir sur le biosourcé parce que c'est quelque chose qui nous tient très à cœur et qu'on ne parle pas assez dans nos agences puisqu'on est un peu généraliste et on aimerait aussi pousser ce marché qui est une grande tendance et qui continue à une grande tendance. Donc de nous offrir une tribune pour présenter ça, eh bien, on est plus que satisfait. On va essayer d'alimenter encore la réflexion comme la présentation auparavant, issue de données du marché de l'isolation pour arriver jusqu'au biosourcé, pour avoir des données à peu près précises. Ce qui n'est pas tout à fait simple puisqu'on utilise différents syndicats. Il y a les syndicats du polystyrène, du PU, de la laine de verre, de la laine de roche, du biosourcé. Donc on essaye de compiler un maximum de données en espérant vous alimenter une bonne réflexion avec des données le plus précises possible. On pense que le marché de l'isolation en France est représenté par différentes familles. On a une première qui serait la laine minérale, qui représenterait environ 50% du marché. Cette laine minérale est composée de la laine de verre et de la laine de roche. Nous aurions environ 40% de ce marché-là issu des produits pétroliers, donc du polystyrène, du PU, du polyuréthane, de l'extrudé. Voilà. J'en oublie sans doute, mais c'est faire les grandes lignes. Nous avons le biosourcé, qui représente environ 10% de ces données-là, dont 5% issus que de la fibre de bois. D'accord ? C'est un marché qui est environ de 2 milliards d'euros en France. Je ne voulais pas marquer parce que c'est compliqué à être précis sur les chiffres. Par contre, ces grandes lignes-là, ce sont des données qu'on a compilées avec les différents fournisseurs. Elles sont assez précises, on a recroisé plusieurs fois les informations. On est à peu près dans les estimatifs. Ce qui j'aimerais vous mettre à contribution, ce sont sur les différents fabricants d'isolants naturels. Donc notre prédécesseur a parlé de la ouate, de la fibre de bois. Vous avez parlé du liège. Qui peut m'en citer encore quelques-uns? Allez, celui qui gagne, il a un verre d'eau. Voilà. Le chanvre, très bien. C'est vous qui avez... Voilà. Encore le chanvre. Qu'est-ce qu'on a encore? On a de la laine animale, c'est vrai. On a de la plume de canard, on en entend moins parler, mais elle existe encore. On arrive à trouver des fournisseurs là-dessus. Bon, la ouate, on a un petit peu de polyester, du chanvre, du lin, vous l'avez dit, de la ouate, du polyester. On a aussi du coton avec les habits, qui est un fournisseur métis avec lequel on a des liens, un petit peu de liège et de la paille. Ce marché nous échappe totalement au niveau de la distribution. Voilà, donc on est environ 8 fournisseurs d'isolants bio. Nous, on va vous donner quelques grandes lignes qui sont représentées chez Point P. On en a mis que 5. On vend du liège, on vend des jeans recyclés avec des produits normés. Voilà, ça, ce sont nos grandes lignes. La fibre de bois, on en entend beaucoup parler, qui se décompose de plusieurs produits, du flexible et du rigide. Donc on y viendra un petit peu après. Ce sont des produits qui sont issus de résidus de bois, souvent des résineux, dans nos régions. On est assez dynamique de ce côté-là. Du chanvre, ce sont des particularités de produits qui sont robustes et surtout imputrescibles, qui sont mélangés à d'autres matériaux. Le lin, la ouate, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai mis aussi le polyester, mais même s'il est issu de matériaux un petit peu différents et peut-être moins naturels, mais il fait partie d'un recyclage, donc on peut avoir quand même ça à l'esprit. Voilà pour les grands principaux isolants naturels. On l'a dit, on peut remettre le liège, on en vend régulièrement, les jeans, le coton. Pour faire une transition avec la fibre de bois, le marché européen de la fibre de bois est d'environ 280 millions d'euros. Les 2 tiers de ce marché-là sont faits par les pays germaniques.
avec une culture constructive un petit peu différente des nôtres, avec une approche de produits, de panneaux rigides, qui nécessitent une technicité de pose un petit peu différente que du flexible. Nous, en France, on fait à peu près, avec le Benelux et l'Italie, même si la France est devant ces 2 ou 3 pays, environ un tiers de 280 millions. Dans ces 280 millions, comme je vous parlais, 70% sur le marché germanique est fait avec du panneau flexible. Et 70% avec du panneau rigide et 30% avec du flexible. En France, c'est totalement l'inverse, pour différentes raisons et différents modes constructifs. Le pourcentage de ce marché qui reste en France est très porteur en Rhône-Alpes. Alors pourquoi? Parce qu'on a les Alpes qui ont un système constructif avec l'isolation du bois et une culture très orientée bois. Donc ça nous donne une dynamique sur Rhône-Alpes assez importante. On a aussi des fournisseurs qui sont assez proches de nous, dans la région. Donc comme on vous l'a dit, le marché du bio pèse environ 8 à 10%. Ce marché est en croissance. Si on fait un petit historique, dans les années 2000-2005, on n'avait pas grand-chose. On a vu apparaître, je peux me tromper sur les dates, mais c'est à peu près ça, 2005-2010, une embellie, une stabilité jusqu'en 2012-2013 et une reprise et une évolution très tendance sur le marché du bio depuis 2 ou 3 ans, avec une évolution quasi à 2 chiffres par an. Ça ne veut pas dire qu'il prend plus de parts de marché, puisqu'aujourd'hui on a un marché qui est très dynamique avec le neuf, où les laines priment énormément, mais le bio continue de grimper aussi. La part de marché du bio reste étale, mais le chiffre d'affaires se développe. Petite aussi particularité entre le chiffre d'affaires des pays germaniques et les nôtres, avec un ratio qui est sur le rigide. Le panneau de bois rigide est beaucoup plus cher et beaucoup plus onéreux que le panneau flexible, ce qui augmente forcément le volume du chiffre d'affaires. Voilà pour ce qui est du marché européen. Ce marché, il est dans les années 2005 à 2014, il était organisé de la façon suivante. On avait souvent un leader qui s'appelle Steko et Pavatex. Steko est plutôt le leader sur le panneau flexible et Pavatex sur le panneau rigide, avec des origines germaniques aussi qui favorisaient la croissance, avec une arrivée en France dans les années 2000-2005 et qui a permis l'évolution là-dessus. Est venu se greffer un certain nombre d'industriels. On a un local qui est Isonat, qui a développé son activité de fibres de bois et de chanvre et de lin. On a Isever aussi qui a continué à produire un produit mixte aussi pour avoir une orientation sur ce marché-là. À un moment donné, on a eu un fournisseur qui s'appelle Actis, qui a eu une usine de flexible, qui ne fabrique plus, on le verra après. On a Omaterm, qui est aussi un germanique qui était très présent sur le marché français. Et on a Magripol, qui est un Suisse, qui était aussi très présent sur le marché français. On a eu une migration là, ces 2 dernières années concernant l'évolution de ces fournisseurs-là, puisqu'on a eu des disparitions. Bon. Je suis en arrière. Pardon, voilà. Excusez. C'est bon. Donc de 9-10 fournisseurs, on est passé à 5. Donc Omaterm ne fabrique plus, a fermé son usine de Suisse et a fermé son usine d'Allemagne. Actis, qui avait son usine à Toulouse, l'a fermée, ne fabrique plus de fibres de bois. Magripol, qui fabriquait en Suisse, a fermé son usine, en fabriquait un petit peu encore en Allemagne, mais se contente sur son marché germanique. Donc aujourd'hui, il nous reste toujours notre leader Steko qui fabrique en France. On a Pavatex qui continue aussi son arrivée. On a Isonat, bien sûr, qui a été repris par Saint-Gobain et Isever. Et on a Biofib qui est du côté de la Méditerranée, qui est plutôt un fabricant de chanvre et de lin et de chêne-vote, qui est un des industriels qui est très dynamique et très actif sur ce marché-là. Voilà pour la cartographie des fournisseurs qui s'est resserrée avec des grands groupes qui interviennent dans ce marché-là.
Donc ce qui augure quand même un marché en développement dans les années à venir, pour plus de marketing, pour plus de bonnes choses qu'on va voir par la suite. Je vous refais un petit focus entre le panneau rigide et le panneau flexible, comment il est utilisé, pour quelle cause il est utilisé dans le système constructif. Donc, comme je vous l'ai dit, le panneau rigide est plutôt utilisé pour du contreventement, pour la méthode Sarking, avec l'isolation par le dessus ou par l'extérieur, avec des techniques de produits à respecter, souvent accompagnées par un bureau d'études ou des abacs à calculer. C'est un marché qui est assez spécifique et réalisé par des pros, puisque ça nécessite des engagements, on l'a vu tout à l'heure, des normes à respecter. Ce sont souvent les charpentiers, la maison Saturbois. On a les gens qui font de la surélévation aussi, qui utilisent ce panneau-là. Le panneau rigide est mixable avec le flexible. Et dans le flexible, c'est un panneau qui est utilisé dans toute l'isolation. On peut le mettre en mur, entre étages, dans les combles. La gamme du flexible offre plusieurs avantages avec plusieurs densités de produits. C'est-à-dire qu'on a un 42 kg du mètre cube, un 45 et un 55. La tendance aujourd'hui est d'aller vers le 55. Ce produit offre différents avantages puisqu'il offre une densité supérieure, ce qui permet le déphasage un peu plus important, avec un écart de prix qui est très proche du 45 kg. On l'utilise un petit peu de partout et elle peut remplacer toutes les laines en phase de l'isolation. Ce marché est beaucoup porté par le client final, par le particulier, puisqu'on a une tendance à l'éco-construction, au bien-être. Bien sûr, avec ces produits-là, on utilise le confort été-hiver, le déphasage. On a une orientation plutôt de bien-être et tout le monde est un peu plus à l'écoute aujourd'hui. Voilà pour le détail entre le rigide et le flexible. Le rigide plutôt côté pro avec des normes et le flexible plutôt tout utilisateur, toujours avec des normes mais différentes. Comment sont distribués ces produits? Ces produits sont distribués par les négoces de matériaux. Donc on a beaucoup de négoces spécialistes. On a des Dispano, des Odos, on en a d'autres, je n'ai pas pu tous les citer. J'ai mis point P 2 fois, je vais vous détailler pourquoi. On a le négoce généraliste, du Big Mat, du Chausson, du Gédimat et plein d'indépendants qui existent dans notre cartographie et dans notre environnement. Et on a aussi quelques négoces où il y en a eu un florissement beaucoup dans les années 2005-2012 et on a une stabilité, voire une disparition de ces négoces spécialisés bio. Mais il y en a encore et qui offrent une vitrine assez importante de tout ce qui peut se faire dans le bio. La GSB, donc ce sont les grandes surfaces, Leroy Merlin et Castorama, sont un petit peu moins présents sur ce marché-là et ne communiquent pas beaucoup, ou pas comme ils le font pour d'autres produits. On met en avant beaucoup de ces produits-là parce qu'on pense qu'on doit développer cette gamme-là, qui est une tendance, qui est une demande, et qui mérite d'être connue et d'être argumentée parce qu'elle a des avantages indéniables par rapport à un isolant traditionnel. Notre vision un petit peu point P, on essaye aussi de formaliser un certain nombre de choses. On est généraliste, on est capable de vendre du moellon avec du biosourcé, c'est un peu un grand écart. Mais ce qu'on essaye de faire aussi dans beaucoup d'agences, c'est aussi de spécialiser des données. On a des agences expertes qui font de la couverture, de l'aménagement, des agences expertes efficacité énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens qui sont aptes à vous répondre, à vous proposer un bureau d'études, à vous faire des ébauches de projets, à vous parler du biosourcé, des avantages, des intérêts. Et on peut aujourd'hui, avec des outils qu'on a à votre disposition, pour vous, pour vos clients, vous pouvez emmener vos clients, pour pouvoir faire des devis et des comparatifs de valeur de produits et thermiques. Nous, on continue de former nos vendeurs avec les industriels qu'on a pu voir juste avant les slides, pour argumenter la plus-value et l'intérêt de ces produits-là. Le client fera toujours son choix chez nous ou ailleurs ou un autre produit, mais on a un devoir d'accompagner là-dedans et d'informer les gens et de communiquer encore beaucoup là-dessus. On continue, nous, dans notre offre complète, à mettre ces produits-là en stock et de leur trouver une place, même si quelquefois c'est difficile, parce que le volume de ces matériaux est quelquefois une contrainte au développement de ceux-là. Je m'explique. On prend une palette qui fait 100 mm d'épaisseur. Une palette, c'est environ 2 mètres cubes et il y a 30 mètres carrés.
On prend une palette de laine de verre, de laine de roche, on a 350 mètres carrés pour la même valeur. Donc le coût de transport pénalise un petit peu le produit, et nous, dans la gestion des places, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut le stocker à l'abri. Donc on essaye, on s'efforce d'avoir une gamme stockée à l'abri avec beaucoup de place. Notre vision aussi, on pense que le resserrement des fournisseurs améliorera une communication et portera beaucoup plus d'intérêt sur ce marché du bio, parce qu'ils vont continuer à pousser du marketing, ils vont compléter leurs camions avec d'autres produits, donc diminuer peut-être un peu les coûts et avoir une offre plus récurrente et plus importante. Aujourd'hui, les contraintes que l'on rencontre souvent, et par rapport à l'industriel, ce sont le nombre de mètres carrés transportés dans le camion. Voilà, on essaye de trouver des solutions pour améliorer ce coût logistique qui deviendra un coût carbone demain. Donc on réfléchit beaucoup à ça pour limiter cet effet-là. C'est ce que je vous dis, produit où le coût de transport devrait diminuer avec l'effet mix produit. En conclusion, c'est un produit moyen haut de gamme en fonction des densités que l'on peut prendre, ou si c'est du rigide ou si c'est du flexible. C'est un produit qui va continuer d'avoir une offre marketing plus poussée, qui va être accompagné par certains industriels. Pavatex a été racheté par Soprema, qui est un industriel qui fait toute l'enveloppe du bâtiment, en passant par l'étanchéité et autres. Ils vont continuer cette culture du bois et ils veulent surtout avoir cette orientation de panneaux flexibles et rigides. Ils vont continuer à investir dans leurs outils pour accélérer cette vente de produits-là. Donc les industriels y croient aussi beaucoup. Nous, on va continuer d'avoir une offre plus présente dans nos points de vente, d'avoir des gens formés et compétents pour pouvoir vous renseigner à toutes vos questions. On va continuer à travailler le rapport qualité-prix très bon. Donc nous, on ne se pose pas de questions, on fonce et on oriente encore nos actions là-dessus, et on pousse de plus en plus à spécialiser nos vendeurs pour qu'ils puissent en parler ouvertement et simplement à tous les clients qui nous rendront visite. Moi, j'en ai fini.